Bonjour, je m'appelle Daniel Choquet, je suis directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste à Bordeaux avec une formation initiale d'ingénieur. Je dirige actuellement l'Institut interdisciplinaire de neurosciences et également la plateforme d'imagerie Bordeaux Imaging Center. Je suis aussi le coordinateur du grand projet de recherche de l'Université de Bordeaux en neurosciences. Donc la mémoire, du moins la mémoire biologique, la mémoire humaine, c'est la capacité d'intégrer et de stocker les informations qui nous permettent après de nous comporter. Donc il y a deux grandes catégories de mémoire. D'une part, les mémoires immédiates, la mémoire immédiate qu'on appelle aussi mémoire de travail. C'est celle qui vous permet par exemple de vous rappeler des numéros de téléphone pendant quelques minutes. Et puis l'ensemble des mémoires à long terme, et là on en distingue toute une série, généralement à peu près 4 grandes séries de mémoires à long terme. D'abord les mémoires sémantiques, qui est la mémoire du soi, la mémoire épisodique, les mémoires procédurales et les mémoires sensorielles. Et c'est tous ces ensembles de mémoires qui travaillent ensemble pour former ce qu'on appelle la mémoire. Alors, ce qui semblerait, c'est que, en fait, la totalité du cerveau est impliquée dans ce phénomène de mémoire, parce qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu, les mémoires sont vraiment à la base de l'ensemble de nos comportements. Et finalement, les mémoires, c'est ça qui nous permet d'agir, de réfléchir, de penser, d'agir. Et donc, il y a des zones du cerveau, effectivement, qui vont être spécialisées dans telle ou telle forme de mémoire. Mais en gros, ce dont on se rend compte, c'est que c'est vraiment la mémoire, c'est quelque chose qui est distribué de manière assez globale dans l'ensemble du cerveau, avec chaque composante qui va pouvoir être stockée à différents endroits. Alors, on identifie quand même une région du cerveau qui joue un rôle très particulier, qui est bien connu, qui s'appelle l'hippocampe. Ça s'appelle comme ça parce que ça a une vague forme effectivement d'hippocampe, avec des jolies petites arrobases. Et cette zone du cerveau, l'hippocampe, elle joue un rôle très important dans le stockage initial de l'information, et elle joue un rôle aussi important quand on va rechercher l'information, quand on va essayer de se rappeler d'une information. Et cet hippocampe est particulièrement bien connu et très étudié parce que, par exemple, il est très important pour le stockage des informations de lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui rend l'objet assez facile à étudier chez différents modèles animaux en particulier, où on va prendre un modèle comme une souris ou un rat, qu'on peut se faire se promener dans un labyrinthe, on peut lui apprendre à se rappeler qu'il y a de la nourriture à tel endroit du labyrinthe. Le rat ou la souris va aller facilement rechercher, se rappeler de cet endroit-là, et l'hippocampe joue un rôle très important dans l'apprentissage de ce stockage de l'information. Mais après, en fait, quand il faut distinguer ce dont on n'a pas parlé encore, quand on crée une mémoire, quand on stocke une information, les différentes phases. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire de travail, une mémoire à très court terme, donc de quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Mais quand on veut se rappeler d'une information, il faut faire appel à ces phénomènes de mémoire à long terme. Donc avec une première phase de stockage dans l'hippocampe, mais qui est assez courte, qui est probablement à peine de quelques jours. Mais quand on veut stocker vraiment sur des semaines, voire des années, une information, cette information est ensuite transférée apparemment dans d'autres régions du cerveau, en particulier dans les régions du cortex, donc qui sont cette région particulièrement développée chez l'être humain. Et donc il y a un transfert finalement de l'endroit où est stockée l'information au fil du temps. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la consolidation de la mémoire. Et donc en particulier, quand on va apprendre un texte ou une tâche sur plusieurs jours, et bien petit à petit, l'information est transférée comme ça de l'hippocampe au cerveau. Il y a un processus très important dans la consolidation qui a lieu, c'est que cette consolidation a lieu essentiellement pendant le sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien établi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dort, eh ben, le cerveau rejoue
les scènes qui ont été acquises pendant la journée pour les trier, les consolider ou au contraire les éliminer. Et on sait très bien à travers différentes expériences, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, que si on supprime le sommeil, eh bien en gros on supprime la capacité d'apprentissage. Donc ça rejoint des anecdotes qu'on fait souvent. On dit on apprend en dormant. Alors c'est en partie exact. Ceci dit, si vous mettez un livre sur votre table de chevet, c'est pas comme ça que vous allez l'apprendre directement, hein. Et de la même façon, si on a cru à un moment que si on pouvait se faire lire des textes en dormant, on allait les apprendre. Non, non, ça c'est pas vrai du tout, ça marche pas du tout. Par contre, ce qui est exact, c'est que c'est pendant la phase de sommeil qu'on va consolider les informations. Et donc, ce qui marche bien dans les techniques d'apprentissage, c'est effectivement de les répéter quelques fois pendant la journée, d'avoir une bonne nuit de sommeil, de recommencer le lendemain, etc. Et donc ça, c'est une manière très efficace, effectivement, d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on dit en particulier pour les étudiants, les lycéens, que le sommeil est extrêmement important, parce qu'effectivement, sans sommeil, il n'y a pas de capacité de stockage d'informations dans le cerveau. Alors, les grands acteurs de la mémoire, c'est l'ensemble des cellules cérébrales. Vous savez qu'il y a à peu près deux grands types de cellules dans le cerveau. D'une part, les neurones, qui sont les cellules qui conduisent l'activité électrique. Et puis, d'autre part, tout un ensemble de cellules gliales qui contribuent aussi de manière importante au fonctionnement du cerveau. Et puis ensuite, donc, ces acteurs de la mémoire, c'est l'ensemble de ces cellules, et puis surtout les connexions entre cellules, ces connexions qu'on appelle des synapses. Alors les synapses, donc ces zones de communication entre neurones, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est leur nombre extraordinairement important. Dans un cerveau humain, il y a à peu près une centaine de milliards de neurones, et chaque neurone communique en moyenne avec à peu près 10 000 autres cellules, 10 000 autres neurones. Donc vous voyez qu'il y a à peu près plus d'une dizaine de millions de milliards de synapses dans le cerveau. Donc une capacité de traitement de l'information très importante. Donc ces synapses qui permettent de faire la communication entre deux neurones, elles sont composées de deux éléments. D'une part, un élément qu'on appelle présynaptique, c'est celui qui envoie l'information et qui se met en contact avec un élément postsynaptique sur le neurone qui reçoit l'information. Dans cet élément présynaptique ici, il y a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui sont contenus dans des petites vésicules. Et quand il y a un potentiel d'action, une activité électrique qui arrive, une information qui arrive, ces vésicules de neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane, libèrent leur contenu pour aller activer des récepteurs qui sont dans le neurone en face et qui permettent la transmission d'informations d'un neurone à l'autre. Alors comment est-ce que ça fonctionne d'une manière générale? Quand il y a une information qui arrive dans le cerveau au niveau sensoriel, que ce soit par la vue, le toucher, le goût, l'odorat, il y a des neurones spécialisés qu'on appelle les neurones sensoriels qui transforment cette information, disons visuelle par exemple, en une série de potentiels d'action et qui va ensuite pénétrer dans le cerveau pour être analysée, traitée, pour être transformée petit à petit et en même temps permettre d'arriver à un certain nombre de décisions. Par exemple, si je vois une porte, je vais décider d'ouvrir cette porte. Et ça fait bien sûr appel à la mémoire, puisque, en particulier des mémoires soit épisodiques, pour se rappeler d'un ensemble de lieux, ou des mémoires procédurales, pour se rappeler que quand je vois une porte, il va falloir que je l'ouvre. Et grâce à tous ces ensembles de mémoires, en fonction de cette information visuelle, je vais effectivement décider d'ouvrir une porte. Et donc ça, c'est différents neurones qui communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses. Et petit à petit, au cours de l'apprentissage, qui est une autre façon de dire que la mémoire évolue au fil du temps, la connexion entre différents neurones va être soit renforcée, soit affaiblie. Et donc ce renforcement, cet affaiblissement des connexions entre différents neurones, qui permet véritablement de stocker de l'information, c'est ça qu'on appelle d'une manière générale
les processus de plasticité des synapses, de plasticité synaptique. Et ça, cette plasticité synaptique, elle est vraiment au cœur du stockage de l'information, au cœur de la création de ce qu'on appelle la mémoire. Alors, en gros, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a vraiment deux niveaux différents, mais qui travaillent ensemble pour le stockage de l'information, c'est-à-dire pour ce phénomène de mémoire. C'est d'une part, au niveau de ces connexions individuelles entre neurones, on a des poids synaptiques, la force des synapses, qui va soit augmenter, soit baisser, pour renforcer telle ou telle connexion ou affaiblir telle ou telle connexion. On parlera certainement tout à l'heure de l'oubli aussi, qui est très important pour la mémoire. Et puis, l'établissement de ces connexions synaptiques, leur renforcement ou leur affaiblissement, permet de moduler, de modifier l'activité du réseau de neurones. Et donc ça, c'est une deuxième étape très importante pour la formation de mémoire, c'est l'activité des différents réseaux de neurones qui va permettre de garder l'information sous une certaine forme et éventuellement d'aller la rechercher. Donc il y a vraiment deux niveaux en résumé. D'une part, le niveau synaptique, et puis d'autre part, ensuite, le niveau des réseaux de neurones qui forment les mémoires d'une manière générale. Alors l'engramme, c'est d'une manière générale l'ensemble des processus ou l'ensemble des substrats, plutôt d'ailleurs que les processus, l'ensemble des substrats qui vont être responsables du stockage de l'information. Ça va être le support biologique, l'engramme, ça va être le support biologique d'une mémoire. Alors donc il y a effectivement beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce que c'est que l'engramme d'une mémoire. On a inventé le mot avant d'en connaître la signification et la base biologique. Et en gros, l'engramme, c'est un ensemble de synapses, un ensemble de neurones, un ensemble de cellules de soutien, éventuellement de cellules gliales également impliquées, qui vont être responsables du stockage d'une information donnée. Donc un engramme, c'est effectivement l'ensemble des processus biologiques qui permet de coder une information. Et donc ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il n'y a pas ce qu'on appelait autrefois un neurone grand-mère. C'est-à-dire qu'on n'a pas un neurone qui va stocker l'information pour vous rappeler de votre grand-mère. Non, pas du tout. C'est en fait tout un ensemble d'informations, la forme de son visage, sa voix, etc., qui sont complètement distribuées dans différentes régions du cerveau. Et quand en fait vous vous rappelez de votre grand-mère, votre cerveau va aller chercher des informations un peu partout pour les réintégrer et vous redonner cette image-là. Et donc ça rend l'étude du processus extrêmement difficile parce que si on veut comprendre quel est l'engramme du stockage d'une information, on se rend compte qu'il va falloir aller chercher vraiment une aiguille dans une botte de foin parmi ces centaines de milliards de neurones et ces millions de milliards de synapses. Alors le système de communication dans le cerveau est extraordinairement complexe. On va distinguer en gros deux grandes façons qu'ont les cellules de communiquer entre elles. Il y a ce qu'on appelle la transmission synaptique rapide. C'est celle qui est en gros responsable du passage de l'électricité d'un neurone à l'autre, qui va utiliser des neurotransmetteurs comme le glutamate, le GABA, la glycine, l'acétylcholine, qui sont des neurotransmetteurs qui vont être responsables comme ça de ce transfert instantané de l'information entre neurones. Et puis après, on a tout un tas d'autres neurotransmetteurs et d'hormones qui vont, eux, avoir un rôle beaucoup plus modulateur de régulation de l'information et d'information sur le contexte. Alors dans les neurotransmetteurs comme ça modulateurs, il y en a un qui est très très connu, qu'on appelle le neurotransmetteur de la récompense, qui est la dopamine. Cette fameuse dopamine joue un rôle très important pour signifier à certaines régions du cerveau qu'une information donne du plaisir, est agréable. C'est ce qu'on appelle le neurotransmetteur de la récompense, effectivement. Et alors des fois, on en abuse un petit peu, quand on prend certaines drogues, par exemple, ou quand on regarde trop souvent son téléphone. Il y a trop de dopamine qui est libérée, et ça, c'est néfaste pour le cerveau. Un petit exemple, il faut que vous sachiez que
on est tous devenus évidemment accros là, au téléphone portable, enfin, presque tous. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous prenez votre téléphone et que vous regardez si vous avez des alertes sur un réseau social, et ben en fait, il y a un petit relargage de dopamine qui vous crée comme ça ce sentiment de plaisir et de récompense. Et c'est comme ça qu'on devient accro. Et en fait, on est accro au téléphone de la même façon qu'on est accro à la cocaïne ou à la cigarette. C'est les mêmes processus qui sont mis en jeu. Donc ça, c'est un premier exemple d'hormones, de neurotransmetteurs régulateurs. Après, il y a d'autres hormones extrêmement importantes pour le stockage de l'information dans le cerveau, qui vont être l'adrénaline ou les glucocorticoïdes, qui jouent des rôles très importants par rapport à l'attention, au stress, qui peut être soit bénéfique, soit négatif. Dans un cas de danger important, par exemple, il y a une hormone du stress très connue, la corticostérone, qui va être relarguée et qui va mettre en alerte tous vos sens, vous permettre effectivement, avec l'adrénaline, de mobiliser toutes vos énergies pour réagir à un danger, et qui va aussi jouer un rôle très important pour faire imprimer les conditions du danger. Si vous avez effectivement, vous rencontrez un tigre dans la savane, ou si en ouvrant une porte, vous voyez un événement extrêmement dangereux arriver, ou malheureusement, ça a été très étudié récemment dans le cadre des attentats. Dans le cadre des attentats du Bataclan en particulier, il y a des études extrêmement approfondies qui ont été faites sur cette relation entre stress et stockage de l'information. Et ben, ces hormones vont comme ça donner un contexte à l'information pour vous dire, attention, ça c'est une information qu'il faut absolument stocker. Et donc l'hormone va permettre comme ça de fixer l'information. Alors l'oubli, c'est une part absolument indissociable du stockage de l'information. Ce que fait votre cerveau en permanence, c'est trier les informations. C'est effectivement stocker celles qui sont importantes, éliminer celles qui ne sont pas importantes. Ça aussi, ça se passe beaucoup pendant la nuit, où effectivement, vous imaginez bien que si on se rappelait de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, on aurait une saturation du système, ça serait terrible. Et d'ailleurs, il y a certaines maladies du cerveau qui sont des hypermnésies. C'est très handicapant hein, si on se rappelle trop de tout. Et donc l'oubli, c'est vraiment une part absolument intrinsèque du phénomène de mémorisation, qui est effectivement de perdre des parties d'information. Alors pendant un moment, on a dit de manière un petit peu simplifiée que la création d'une mémoire, la création d'une information, c'était la création de synapses, et puis que l'oubli, c'était la perte de synapses. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire qu'en toute première approximation, on peut dire qu'effectivement, il y a des synapses qui se forment, d'autres qui disparaissent, et celles qui disparaissent, c'est plus associé effectivement à une certaine forme d'oubli, et celles qui sont créées, c'est plus effectivement une certaine forme de création d'une information stockée. Alors il peut y avoir des défauts de fonctionnement à tous les niveaux en fait. Hein. Il peut y avoir des niveaux de dysfonctionnement au niveau des synapses elles-mêmes. Il peut y avoir pas assez de synapses, il peut y avoir trop de synapses. On peut avoir des synapses qui fonctionnent trop bien ou qui, au contraire, ne fonctionnent pas assez bien. Et puis après, il peut y avoir des défauts au niveau du fonctionnement des réseaux. Il peut y avoir des défauts au niveau de la connexion entre différentes aires du cerveau, parce qu'en effet, la mémoire peut être stockée dans différents endroits du cerveau. Donc en fait, ça peut dysfonctionner à énormément de niveaux différents, et c'est ça qui rend l'analyse de ces dysfonctionnements difficile, parce que sur une même caractéristique, sur un même phénotype, une incapacité à stocker de l'information, par exemple, eh bien, on peut avoir des causes extrêmement diverses, et c'est difficile d'aller savoir exactement quelle est la cause. Alors la maladie la plus connue qui touche la mémoire, on la connaît tous, hein, c'est la maladie d'Alzheimer, hein, dont on dit que c'est la maladie de la mémoire. Mais en fait, il y en a tout un tas d'autres. Hein. Alors la maladie d'Alzheimer, malheureusement, on ne connaît toujours pas véritablement sa cause. On a pensé pendant longtemps que c'était une maladie de la synapse,
parce qu'effectivement, les synapses fonctionnent mal dans la maladie d'Alzheimer, elles ont tendance à disparaître, et donc on pense que c'est une des raisons pour lesquelles effectivement la mémoire est affectée. Mais en fait, les recherches récentes ont plutôt tendance à suggérer que la maladie d'Alzheimer est plus une maladie qui ressemble d'une certaine manière à une maladie inflammatoire, un peu plus globale, et qui affecte le fonctionnement du réseau cérébral de manière un peu générale, qui finit par affecter la mémoire, mais c'est effectivement probablement pas initialement en tout cas une maladie de la synapse. On a d'autres maladies, en particulier des maladies génétiques qu'on commence à connaître de mieux en mieux, qui ne sont pas stricto sensu des maladies de la mémoire, mais qui sont vraiment des maladies du fonctionnement du réseau cérébral, et donc tout un spectre de maladies qui commence à être de mieux en mieux connu là. C'est ce qu'on appelle toutes les maladies du spectre autistique, qui sont des maladies du neurodéveloppement, dans lequel c'est le développement du système nerveux qui est affecté. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ces maladies du spectre autistique, il y a plus d'un tiers des gènes qui codent pour les protéines qui sont responsables de dont le dysfonctionnement est responsable de ces maladies, qui codent pour des protéines de la synapse. Donc ça fait du coup, ça fait des modèles d'études particulièrement intéressants pour travailler là-dessus. Alors c'est intéressant que vous posiez cette question, puisqu'on a fait un petit symposium de réflexion avec quelques chercheurs. On s'est réunis pendant 3 jours, et donc on a un enjeu technologique qui est absolument majeur, effectivement, c'est cette capacité de réussir à voir la mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est probablement pour chaque petite mémoire des milliers de neurones et des millions ou des milliers de synapses qui sont impliqués, et malheureusement distribués dans quasiment tout le cerveau. Et donc réussir à voir une mémoire, vous imaginez qu'il faudrait être capable d'aller trouver ces quelques fractions de millionièmes de synapses qui sont impliquées dans cette mémoire dans le cerveau. Donc c'est un challenge considérable. Alors évidemment, on travaille sur des modèles, on travaille sur des animaux modèles. Le plus petit animal modèle sur lequel les chercheurs aiment travailler, c'est ce petit ver C. elegans, qui n'a que 200 neurones. Et bien même sur ce petit ver qui n'a que 200 neurones, on n'arrive pas bien à visualiser une mémoire. Alors je vous dis pas, chez l'homme, visualiser une mémoire, on n'y est pas tout à fait. Alors, on travaille sur des modèles réduits, et donc on essaye effectivement de développer des outils qui vont permettre, avec des mémoires très bien identifiées, sur des modèles animaux très bien identifiés, d'aller caractériser l'ensemble des neurones qui sont impliqués dans une mémoire et l'ensemble des synapses qui sont impliquées dans une mémoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut effectivement des outils d'imagerie de différents types, qui vont être capables d'une part de voir l'activité cérébrale dans son ensemble. Donc ça, ce sont les technologies d'imagerie médicale, d'imagerie fonctionnelle, mais qui n'ont pas une résolution cellulaire, c'est-à-dire qui vont permettre de voir quelles aires cérébrales sont activées quand on a le stockage de telle ou telle information, ou quand on va aller chercher telle ou telle information. Et puis après, on a l'imagerie cellulaire qui, elle, va nous permettre de mesurer l'activité de neurones individuels et même l'activité de synapses individuelles. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir une technologie assez rapide qui permette d'imager un nombre assez important de neurones en même temps pour aller visualiser effectivement l'activité de ces différents neurones. Donc ça, c'est de la microscopie qu'on appelle par exemple multiphotonique. On va utiliser des biosenseurs qui vont être capables de rapporter l'activité des neurones. Il y a des développements extrêmement intéressants dans ce domaine. Pas plus tard qu'aujourd'hui, là, il y a un nouvel article qui est sorti d'un chercheur américain qui identifie une nouvelle sonde sensible au voltage et qui est capable de mesurer la différence de voltage dans une seule synapse. Et donc ça, on imagine bien que c'est une technologie qui va permettre, si elle est couplée à un microscope assez rapide, d'aller imager peut-être quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de neurones en même temps pour voir effectivement lesquels sont activés
dans le cadre du stockage de telle ou telle information. Alors à l'inverse, ce qu'on peut faire, c'est donc imager effectivement l'activité neuronale ou l'activité synaptique, mais on peut aussi essayer de modifier cette activité neuronale et cette activité synaptique pour intervenir dessus et être capable d'aller donc tester des expériences et voir peut-être, c'est un peu enfin c'est même totalement de la science-fiction, mais peut-être d'aller inscrire une mémoire, d'aller écrire sur ce disque dur qu'est le cerveau, une certaine mémoire. Et donc là, le grand domaine de recherche qui est relié à ça, c'est celui qu'on appelle l'optogénétique. Donc c'est l'optogénétique, c'est tout ce domaine qui permet d'utiliser des protéines qui vont changer l'activité du neurone et dont l'activité est sensible à la lumière. Et donc, en fait, en éclairant certains neurones qui expriment ces protéines, on appelle ça des canaux rhodopsines, parce que la rhodopsine, parce qu'ils sont sensibles à la lumière, c'est des canaux ioniques, on va pouvoir effectivement activer un neurone ou au contraire éteindre un neurone. Et il y a des chercheurs qui essayent de faire la même chose au niveau d'une synapse individuelle. Et donc, on peut imaginer, dans les années à venir, d'être capable d'aller non seulement lire une mémoire, mais effectivement, éventuellement, écrire une mémoire simple, en tout cas, dans un cerveau. Alors moi, j'ai un attachement très particulier, effectivement, à la recherche fondamentale, d'une part à travers mon parcours, mon histoire personnelle, mais aussi parce que c'est une croyance très très forte qui est renforcée tous les jours par les échecs qu'on a pu voir dans certains domaines où on a voulu aller trop vite avant de comprendre. Je crois que le meilleur exemple qu'on puisse faire, c'est celui de la maladie d'Alzheimer, où il y a une quinzaine d'années, où on avait identifié quelques partenaires de la maladie d'Alzheimer, cette fameuse protéine A-bêta, etc. Et en gros, on a dit, ça y est, on a tout compris, il n'y a plus qu'à développer un médicament. Et il y a eu des milliards et des milliards qui ont été dépensés pour tester des médicaments sans qu'on ait vraiment compris quelles étaient la cause de la maladie, avec très peu d'investissement dans la recherche publique fondamentale sur ce domaine-là. Et ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est un échec total de tous les essais cliniques sur des médicaments qui avaient été développés trop tôt sur des mauvaises cibles. Et donc, il y a un retour en arrière qui a été fait, du coup, en disant on n'a pas assez compris, il faut absolument comprendre. Et donc, pour soigner, c'est absolument clair qu'il faut d'abord comprendre. Et si on veut aller trop vite, eh bien, on choisit les mauvaises cibles. Donc, je suis extrêmement attaché, effectivement, à cette recherche fondamentale. Et je voudrais aussi en profiter pour insister sur la grande différence qu'il y a entre biologie et médecine. La biologie, elle s'intéresse vraiment à comprendre les mécanismes de fonctionnement du cerveau. La médecine, elle va s'intéresser à soigner le cerveau. Les deux sont très importants, bien sûr, mais il y a souvent une tentative, une tendance, en particulier chez nos hommes politiques, à confondre santé et biologie. Et ça, c'est très grave, c'est très embêtant, parce que effectivement, de la même façon que je le disais tout à l'heure, il faut de la biologie sans finalité, il faut de la recherche fondamentale qui soit faite sans finalité, parce que sinon, on n'arrivera pas à soigner. Qui aurait dit que c'est en travaillant sur la mouche qu'on aurait pu trouver des nouveaux médicaments antiviraux ces dernières années, en travaillant sur l'immunité innée, par exemple. Et beaucoup d'exemples de ce type-là. Qui aurait dit que c'était en travaillant sur la salamandre qu'on trouverait comment faire des prothèses pour faire remarcher des personnes qui ont des atteintes de la colonne vertébrale. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance, effectivement, où les recherches fondamentales vont mener, mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont absolument fondamentales pour pouvoir former le tissu de connaissances qui va permettre après de développer effectivement des thérapies innovantes.